Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis, une fois sur deux mais pas tout le temps. Nous sommes le 16 novembre et c'est la 46e. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble sur Radioactive 100 FM comme d'habitude, avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe, tout ça avec de la bonne humeur bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec passion et humour, c'est Cinéma Mon Amour. On est ensemble jusqu'à 19h30 pour parler cinéma. Bien sûr, vous l'aurez remarqué, la voix de votre hôte ce soir est un peu différente. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. On embrasse Luc qui est en train de s'occuper du festival du Filmé, qui est à hier ce soir à la Villa Noailles. Je fais déjà de la pub. C'est bien. Hop, je place direct. Bon retour. Excusez-moi monsieur, vous êtes qui ? Excusez-moi, vous pouvez sortir de ce Oui, studio s'il vous plaît. s'il vous plaît. Anthony pour vous servir. Et autour de cette table ce soir, les piliers de cette émission, que dis-je, les bases fondatrices. Elle voit tous les films qui sortent en salle, elle hante les couloirs de cinéma toutes les semaines. Et elle est la voix suave qui est à la technique de cette émission. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ça va bien ? Oui. Qu'est-ce que tu vas nous parler de quoi ce soir ? Je vais vous parler de la Justice League, de la Mélodie, Une montagne entre nous et de Borg contre McEnroe. Un joli programme. Oui. Et à ma droite, ce soir, le Patrick Brion de Radioactive, une véritable encyclopédie vivante. Il est connu comme le loup blanc sous le nom de Williard, mais entre nous, ce soir, nous l'appellerons Maxime. Ça va Maxime ? Bah ça va Anthony, très heureux de te retrouver dans cette émission. Moi aussi, de même. Et tu vas nous parler de quoi du coup ce soir ? De Beautiful Day et de Happy Birthday. Un sacré programme. Alors, Deux donc- films à qualité assez variable, on va dire. D'accord, oui, j'ai Et l'impression. toi ? De quoi vas-tu nous parler ? Moi, je vais vous parler du Musée des Merveilles et de la Lune de Jupiter aussi. Voilà, ça annonce un beau programme. Donc, dans quelques minutes, on vous parle de films, mais avant, quelques news. Quelques news ? Ouais. Tu es sûr ? Oui, du coup, un petit jingle. Alors, pour les news, ce soir, c'est Maxime qui va prendre la parole, je crois, qui s'en occupe. Oui, bah, comme d'habitude. Bon, donc voilà, donc on va un peu s'attarder sur on va dire sur la région, parce qu'il y a de gros événements qui arrivent cette semaine. Notamment, je vais parler d'une avant-première. L'avant-première de Jusqu'à la gare de Xavier Legrand qui aura lieu donc le jeudi 30 novembre au cinéma Obia à 19h. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans la première émission de la saison. Et voilà, et le film s'appelle donc Jusqu'à la gare, et c'est un film qui a gagné plusieurs prix, notamment à Venise. C'est un des films français les plus attendus du début de 2018. Alors, on est d'accord que ça se passe à hier, pas à la garde. Hein. Ah, hier, oui, pardon. Non, mais c'était une blague. Jusqu'à la garde, mais c'est à hier. Oui, au cinéma Olbia, voilà, à 19h, donc le 30. Et c'est une soirée qui est, si on vous en passe, parce que c'est une soirée qui est sponsorisée par Soro Timiste International, voilà, qui est une association, notamment qui justement dénonce un peu les violences qui sont faites aux femmes. Et donc il va y avoir justement tous les bénéfices de cette soirée qui vont être reversés justement à cette association. Et voilà, et donc le tarif, ce sera de 10 € et 5,50 sera reversé à l'association. Voilà. D'accord. Bon, en plus, c'est vraiment un sujet d'actualité. Oui, tout à fait. Donc, voilà, belle et d'après, voilà, je le dis, c'est un des films français les plus attendus de 2018 et voilà, je conseille vraiment d'y aller. D'accord. Beaucoup de cœur. Un autre film qui va passer nulle part pour l'instant. Qui va passer nulle part sur l'agglomération de Toulon. Ouais. Voilà, c'est le deuxième gros événement qu'on va parler, c'est qu'on a eu cette semaine un auditeur qui nous a contacté. Il s'appelle Pascal Platini. Il est aussi connu comme l'ambassadeur du Bavard et il essaye en fait d'organiser des rencontres littéraires dans la région autour de livres édités par les éditions Parole. Et il nous a parlé d'un événement, ou plutôt d'une rencontre entre littérature et le cinéma qu'on avait envie de partager. Donc le film qui sera au centre de cet événement, il s'appelle Le Semeur. C'est le premier long métrage de Marine Franssen. Et il est porté par un casting assez prestigieux, avec notamment Géraldine Fellas et Alban Lenoir. Alban Lenoir, qui est très bon. Oui, qui est un très bon acteur, notamment dans un français. Et donc voilà, pour l'histoire, ça se passe un peu à l'époque de Louis-Napoléon Bonaparte. Et voilà, donc à cette époque-là, il y a eu notamment des révoltes un peu, et il y a eu des rafles, notamment dans certains villages
parce qu'on soupçonnait en fait des habitants d'être justement contre le régime. Et voilà, et ça va parler un peu de la vie d'un village juste après cette rafle, où il va y avoir, où en gros les soldats vont totalement enlever du village les hommes. Et donc les femmes vont, ça va être un village où il va y avoir que des femmes qui vont vivre entre elles. Et il va y avoir bien sûr un voyageur qui va un peu perturber leur solitude. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le film est une adaptation d'un roman édité par justement cette société, Paroisse Parole Édition, qui s'appelle L'Obsolescence de Violette Anilo. Et Pascal a décidé en partenariat avec le cinéma Le Caméra de Bandol, à Bandol, du 22 au 28 novembre, d'organiser quelques séances, notamment la première ça commencera le 22 novembre à 15h. Et il y aura une rencontre organisée justement à cette occasion par Pascal, où il parlera un peu plus longuement de ce livre et de cette adaptation, et lancer peut-être un débat autour de cette œuvre avec les spectateurs présents. Voilà, donc il y aura aussi la possibilité de pouvoir acheter le roman directement au cinéma. Donc on préfère dire que c'est vrai que ça peut paraître un peu comme une opération commerciale, mais nous, ce qui nous a vraiment touché en fait, dans la démarche de Pascal, c'est que le film ne passe nulle part. C'est vraiment une passe nulle part. Il est à, je crois, une trentaine de salles sur toute la France. Il a eu vraiment de très bonnes critiques et surtout, il a eu quelques prix dans des festivals, notamment le festival de Saint-Jean-de-Luz qui récompense les premiers films. Alors, et voilà. Le film est sorti le 15 novembre. Alors, Oui, il n'est pas impossible sorti... qu'il passe peut-être dans des salles sur l'agglomération Voilà, mais pour l'instant, Pascal nous avait justement envoyé ce message parce qu'il n'avait pas trouvé preneur pour le moment, et il est voilà, donc je vous encourage vraiment à y aller si vous êtes du côté de Bandol, et en sachant que Pascal compte réorganiser une projection dans le courant du mois de février au cinéma Eden de la Ciotat. Très bien, donc c'est une bonne initiative, on rappelle, du mercredi 22 au mardi 28 novembre au cinéma Caméra à Bandol. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce sur internet du film Le Semeur parce qu'elle est très belle. De toute façon, mais on va peut-être pouvoir la mettre sur notre page et Facebook. Pascal a créé un événement, nous mettrons l'événement justement où il y aura toutes les dates qui seront annoncées prochainement, mais on rappelle que la première date où il y aura la rencontre, ça sera le 22 novembre à 15h. Très bien, parfait. Un autre événement peut-être ? Un autre événement rapidement, donc c'est à l'occasion de la fête du livre. Voilà, c'est à l'occasion de la fête du livre, le 18 novembre, le samedi 18 novembre à 17h30. Il y a Douglas Kennedy, le président d'honneur, qui présentera Seconde de John Franklin Elmer, qui est un film très peu connu en France. Voilà, qui est excellent et que j'adore. Et je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment un film exceptionnel, comme on le dit avec Anthony. Et en plus, c'est un film qui a beaucoup influencé l'œuvre de Kennedy. Donc je pense qu'il va y avoir une rencontre extrêmement intéressante au Royal. Et donc voilà. Et je crois que si je ne m'abuse, l'entrée est libre. Exactement, l'entrée est libre. Tout à fait. C'est bien de le souligner. Donc voilà, et le film a été restauré, donc en plus il est en copie restaurée, donc c'est une très très bonne initiative. On sait où vous trouvez quoi, les garçons. Malheureusement, je ne pourrais pas y être, mais je serai sur un autre événement. Voilà, et on allait en parler, c'est justement la soirée hongroise. Anthony, tu veux un peu en dire deux, trois mots ? Voilà, je voulais quand même un petit peu en parler, puisque ce samedi, le 18 novembre, au cinéma Henri Verneuil, à la Valette du Var, une soirée très très particulière qui, je crois qu'on n'a jamais fait, et je ne sais pas si on en refera d'autres après, je ne sais pas encore, mais une soirée assez inédite qui mélange théâtre et cinéma, et qui a pour fil rouge la Hongrie, puisque vous aurez en première partie à 19h30 une compagnie de théâtre très douée qui s'appelle la Compagnie de l'Étreinte, que je salue, qui propose alors c'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est plus c'est joué, mais c'est plus des lectures d'un poète hongrois qui s'appelait Attila József, qui a écrit un recueil de poésie. Les poésies sont absolument magnifiques, vraiment. On passe par tout type d'émotions et c'est joué debout, comme ça. Alors, ça sera carrément au milieu du hall du cinéma, par plusieurs comédiens, des comédiens professionnels, des comédiens non professionnels. Ils seront accompagnés au piano et voilà, ils réciteront les textes de cet auteur. En français, rassure-moi. C'est en français, effectivement. Donc c'est vraiment un très très beau moment, un moment très particulier. Ça s'appelle Poésie pour tous. Et à 21h dans la foulée, il y aura un petit verre. Et puis dans la foulée à 21h, l'avant-première d'un film que l'on a vu à Cannes en mai dernier, qui s'appelle La Lune de Jupiter, qui est un film de Cornel Mundruczko, un réalisateur hongrois, qui avait réalisé notamment White God, qui avait beaucoup fait parler de lui. Oui. Et La Lune de Jupiter, qui est un film vraiment très très particulier, moi qui m'a beaucoup touché, que j'ai beaucoup aimé. Ici, je vois Nathalie derrière avec un petit rictus derrière sa vitre.
parce qu'elle n'a pas aimé. Mais c'est un film que je trouve extrêmement marquant, qui mêle, alors c'est un peu réducteur de le résumer comme ça, mais qui mêle, on va dire, drame social et fantastique. Même si le film est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, c'est l'histoire d'un jeune migrant qui passe illégalement la frontière, qui se fait tirer dessus. Et sauf que, voilà, en gros, on va vite s'apercevoir que il n'est pas mort et que surtout il a des espèces de pouvoirs, et notamment un pouvoir de lévitation. Et il y a un médecin qui va s'occuper de lui et qui va essayer de l'emmener avec lui. Bon, je ne vais pas vous raconter trop de choses. Et c'est un film que je trouve, déjà, ne serait-ce que d'un point de vue purement plastique, esthétique, c'est un film très, 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 très beau. Je confirme. Et je trouve qu'il n'a absolument rien à envier aux grosses productions hollywoodiennes. Les effets spéciaux sont magnifiques. Il y a une direction de la photo qui est vraiment incroyable. Et en plus, c'est un film très dense. Alors, je peux comprendre que le film déstabilise parce que voilà, il y a évidemment des tas de symboles souvent religieux, ou il y a des tas de symboliques en fait qui se trouvent derrière ce truc-là. Et je les ai peut-être d'ailleurs pas toutes compris la première fois, donc je vais revoir le film ce samedi. Mais voilà, c'est un film que je trouve hyper dense. Nathalie, donne-nous quand même ton avis, même si. Alors, comme tu l'as dit, je l'ai vu à Cannes. Même si j'ai pas envie que t'en dises du mal. Mais... je vais essayer d'être gentille. J'ai passé 10 jours au Festival de Cannes. J'ai loupé ce film quand il a été sorti les 2-3 premiers jours, me semble-t-il. Donc je l'ai vu en séance de rattrapage le dernier jour. Donc j'avais déjà dans la tête 25 films. Donc le 26e film a été pour moi un petit peu ce côté un petit peu onirique, cette poésie. Je suis passée, je pense, complètement à côté. J'étais peut-être pas en fait dans l'ambiance. Oui, c'est juste parce que tu étais fatigué en fait. Voilà, c'est tout. Ce qui me dit quand même que c'est pas que ça, parce que après on parlera du musée des merveilles, et moi j'ai été bouleversée par ce film. Donc je suis pas rentrée dans ce film, je veux pas être désagréable avec celui-là, parce que bon. Vous avez aimé, et je pense que c'était peut-être pas le bon moment pour moi de voir ce film-là, qui est effectivement plein de poésie, mais je peux le dire, je suis passée à côté. D'accord, Maxime. Bon, tu es pas la seule, on va un peu parler parce que le film s'est fait un peu ouvrir à Cannes, on va pas se mentir, il y a eu quelques critiques négatives. C'est en fait le problème de ce film, je pense, même si je suis d'accord avec Anthony, c'est un film qu'il faut défendre, il faut pas écouter les critiques, etc. et essayer d'y aller et de faire sa propre avis lui-même, parce que c'est un film qui en fait essaie de mêler le fantastique et le social. C'est assez, je dirais, assez rare aujourd'hui, surtout de trouver un peu ce genre de film de genre dans des grands festivals. Et voilà, et le seul reproche, et ce qui est un peu, je pense, un peu échaudé la plupart des critiques et une partie du public, c'est que des fois, je trouve qu'il essaie un peu d'aligner beaucoup de thématiques, d'essayer de faire un peu des rapprochements, et des fois, il tombe un peu dans la facilité. Notamment, je pense, un peu la corrélation entre les migrants et le terrorisme, que je trouve un peu facile. Mais je le répète, c'est vraiment un très beau film en termes de mise en scène. Il y a des moments de cinéma en or massif. C'est vraiment magnifique, c'est très aérien, très beau, très, très poétique. Et voilà, et c'est un film, comme tu l'as dit, qui a aucune c'est très rare pour les films d'Europe de rêve, qui est extrêmement rythmé, qui a aucune longueur, qui est très agréable à suivre. Et voilà, voilà, j'ai envie vraiment, même si c'est pas un vrai coup de cœur, je trouve que c'est un film très intéressant et qui mérite justement d'être vu, surtout que pour le moment, il n'est programmé nulle part sur l'agglomération. C'est ce que j'allais dire. Profitez, puisque c'est une avant-première samedi. Ouais. Le film sort mercredi prochain, le 22 novembre. Mais c'est pas dit qu'il soit beaucoup diffusé dans le coin, voire qu'il soit diffusé tout simplement. Le Royal ne le prendra pas. Déjà en première, en tout cas en sortie, il ne le prendra pas, puisque le programme est sorti. Il ne le prendra pas le 22. Ça sera peut-être pas le 22, peut-être plus tard. Et je peux déjà vous dire que dans d'autres salles aussi, notamment La Valette, le Prado, etc., il ne sera pas visible malheureusement pour l'instant. Donc allez-y, faites-vous un avis. Il faut vraiment qu'on ait des retours sur ce film. Exactement. Puisque déjà, nous sommes divisés. Tout à fait. Alors, on va quand même attaquer dans le vif du sujet, même si on avait déjà un petit peu commencé avec La Lune du Jupiter. On va vous parler des films que l'on a vus ces semaines passées. Le premier, A Beautiful Day. Donc, on peut l'annoncer. Un film de Lynn Ramsay.
Est-ce qu'on laisse le suspense? Oui, peut-être Non. un tout petit peu. Voilà, bon, c'est un immense coup de cœur pour nous deux. C'est peut-être l'un des plus grands films de l'année, mais je vais un peu plus vous en parler. Donc, un vétéran de la dernière guerre d'Irak trouve comme passe-temps de sauver d'innocentes jeunes filles des griffes de pervers pédophiles. Son entreprise se passe à merveille jusqu'au jour où il se trouve chargé de sortir la gamine d'un sénateur d'un réseau de prostitution bien crade. Tel est le point de départ de A Beautiful Day, film au pitch tout droit sorti d'une vieille série B ségalienne, mais qui se paye le luxe d'être écrit et réalisé par l'une des plus grandes cinéastes en activité, et je pèse mes mots, Lynn Ramsay. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. A Beautiful Day est probablement l'un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année. Certes, la corrélation entre personnages traumatisés et violence dans le cinéma n'est pas nouvelle et a déjà été traitée de manière plus dense par d'autres brillants cinéastes. Sauf que Lynn Ramsay ne cherche pas l'étude psychologique film, mais plutôt l'expérience de cinéma inoubliable. Là où n'importe quel réalisateur aurait aligné une succession de plans pour nous faire avancer d'un point A à un point B, la réalisatrice écossaise décide de nous plonger littéralement dans l'esprit tourmenté de ce vétéran de guerre qui a fait de la violence son quotidien. Des cauchemars aux exactions qu'il commet, Lynn Ramsay ne nous épargne rien et nous fait ressortir chacun de ses tourments grâce à un merveilleux travail d'écriture par le son, l'image et le montage. Tout y est maîtrisé avec une précision flagrante, jusqu'aux répétitions volontaires de certains plans, symboles de rituels, hallucinations au traumatisme qui honte continuellement son anti-héros, interprété par un Joaquin Phoenix sidérant d'intériorité et d'étrangeté. Certains trouveront qu'il s'agit d'un exercice de style un peu court et répétitif, mais pour moi, A Beautiful Day ne mérite pas d'être réduit à ce qualificatif. Si sur le fond je conçois qu'il souffrira de la comparaison avec ses aînés, notamment Taxi Driver, et qui ne révolutionnera pas les codes du Vigilant Movie, Lynn Ramsay utilise tous les outils que lui offre le cinéma pour réussir à nous mettre en totale empathie avec cette figure d'homme brisé par la violence, ce qui fait de A Beautiful Day une œuvre trop peu commune dans le cinéma mondial pour pouvoir passer à côté. Merci Patrick Brion, on te remercie. Alors tu as évoqué Taxi Driver justement, et c'était un peu la question, j'ai pas vu le film, mais c'est la question que je me pose, c'est que ne serait-ce que quand on voit l'affiche du film, le titre Taxi Driver est plus gros que le titre du film. C'est un coup marketing, on va dire. C'est un gros coup de pub. Il faut dire que déjà, il faut pas se mentir, le film a été légèrement un peu cuté parce que je suis allé le revoir en salle par rapport à la version cannoise. À Cannes, il durait, je crois, 1h32, 1h35 avec générique. Là, ça a été réduit à 1h25-27 avec générique. Alors, tu aimes beaucoup faire ça d'ailleurs, hein, j'ai remarqué. Tu vas revoir tous les films que tu as vus à Cannes, tu vas les revoir en salle pour vérifier si le montage n'a pas bougé. Mais oui, mais c'est parce que c'est intéressant. Cet homme est fou. C'est très intéressant. C'est pas une nouveauté, hein. Non, mais c'est très intéressant de justement revoir ça parce que c'est vrai que pour moi, parce que justement sur le site Cinématogrill et aussi dans l'émission, j'essaye en fait que les spectateurs partagent la même expérience que j'ai ressentie. Et en sachant qu'à Cannes, les films sont souvent remontés suivant leur réception. J'ai envie d'être totalement transparent avec justement nos spectateurs justement et mes lecteurs sur Cinématogrill. Mais voilà, le film a été remonté, donc il y a eu quelques... Le film durait 1h35 à Cannes. Voilà, 1h27 là en l'état. Qu'est-ce qu'elle a coupé, c'est pas possible. Donc il y a eu quelques scènes de violence qui ont été coupées, mais je trouve que les coupes sont pas très choquantes dans le sens où en fait cette fois, il y a vraiment le sens du film est gardé. Les plans les plus importants et les plus marquants sont gardés. Donc forcément, il y a quelques petites répétitions qui sont enlevées, mais ça n'altère pas le sens du film. Voilà, donc je pense peut-être qu'il y aura je pense qu'ils ont fait ça justement pour éviter le moins de 16 ans, sûrement. Et je pense qu'il y aura, un petit montage, un petit director's cut qui sortira en Blu-ray, voilà, comme ils ont fait un peu, comme Joker Film et SND avaient fait pour Green Room. Et mais ça n'altère pas la vision du film ça n'altère pas le sens du film. Ça, il faut le signaler. D'accord. Et voilà, après. Nathalie, on veut bien avoir ton avis. Alors, pour moi, à Cannes, j'ai vu 2 films palmables or. J'ai vu donc La mort du grand cerf sacré, qui pour moi faisait partie de mes coups de cœur. Ah oui. Et ce film, qui est brutal, qui va te déranger, mais au final, la violence ne te dérange pas. Et j'ai été bouleversée de par l'interprétation, il faut le dire, magistrale
de cet acteur absolument charismatique qui incarne vraiment son personnage. Ce que je trouve dommage, c'est que le film il est squeezé à moitié. C'est vrai que quand on se présente à Cannes pour voir un film, on ne sait pas ce qu'on va voir, ou on a juste des petites brides. Et moi, j'ai pris ce film dans la tête, vraiment. Et vraiment, allez le voir. Je trouve ça dommage qu'on ait coupé, parce que le rythme était vraiment très très bien à Cannes. Je vois pas ce qu'on peut enlever. Voilà. En fait, ils ont coupé pas grand chose, je pense, c'est 1 ou 2 minutes, et le reste, c'est une conversion. Non, mais le reste, c'est une conversion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont dû couper 1 ou 2 minutes pour, ils ont dû couper 1 ou 2 minutes pour éviter moins de 16. Mais sinon, le reste, c'est vraiment une conversion. C'est-à-dire que les films américains, quand ils passent en format européen, ils sont en fait un peu, je dirais, compressés. Et ça fait qu'on gagne à peu près 5 minutes. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, après ça c'est personnel. Le film est de toute beauté. Il est pur. Alors, violent, oui, mais comme la vie. Et j'ai envie de dire que c'est mon très très gros coup de cœur. Je sais même pas s'il sera pas dans le top 3 de fin d'année, parce qu'il est éblouissant. Moi, il est déjà dans le top 5. Bien sûr, enfin, quoi qu'il arrive, il sera dans le top 5, il sera un des mieux. C'est bien, vous bossez déjà sur vos tops de fin d'année. Juste avant de lancer la musique, je voulais, parce que j'ai complètement oublié de le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est la petite surprise de lancement. Je vous fais gagner 2 places pour la soirée hongroise dont on parlait tout à l'heure, le samedi 18 novembre au cinéma Henri Verneuil, pour le théâtre Poésie pour tous et le film, l'avant-première, La Lune de Jupiter. Je vous fais gagner 2 places, vous envoyez un mail à cinémamonAmour.radioactive@gmail.com ou sur Facebook peut-être. En message privé. En message privé, c'est le premier qui répond, qui gagne les 2 places. Justice League. On va parler de Justice. C'est bien, Maxime, de mettre des vents comme ça à la radio, mais c'est pas grave. C'est ce que je te disais tout à l'heure. D'accord. On va parler de Justice League maintenant, la grosse machine hollywoodienne, évidemment, le nouveau DC mené par Zack Snyder, enfin en partie. Bon. Ou plus communément. Encore j'ai envie de dire, mais. Ou plus exactement, est-ce que la créature de Frankenstein vaut le coup ou pas du tout ? Bon, alors, chers auditeurs, je vais couper les micros de certaines personnes et je vais finir l'émission toute seule. Donc, Justice League de Zack Snyder. On va, après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diane Price, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman, Wonder Woman ne tardent pas à recruter de nouveaux coéquipiers. Alors, on a envie. Mais évidemment qu'on a envie. Oui. Donc, Batman contre Superman avait été accueilli plus que fraîchement, si mes souvenirs sont bons au sein de l'émission. Wonder Woman était plutôt pas mal. Alors, que dire de Justice League ? Alors, le problème de cette saga, c'est qu'elle arrive après Marvel, après les Avengers, qui sont quand même d'une qualité, il faut le dire, bien supérieure. Ok, ça c'est dit. Après, Justice League, ils s'en sortent plutôt bien avec ce nouvel opus. Je sais qu'il se fait, mais alors bien allumé par un peu tout le monde. Mais oui, la critique est très mauvaise, la critique presse. Même les spectateurs, il y en a certains sur Sens Critique, j'ai lu quelques critiques hier soir. Il se fait, mais alors je vais être vulgaire, mais défoncé. Mais bon. Une fois qu'on sait que c'est pas un Marvel qu'on va voir, mais un DC Comics, et que ça vient après. Le problème de cette saga, c'est que on n'a pas eu une présentation en bonne et due forme de tous les personnages. Chaque Batman a été fait par des réalisateurs différents, sans aucun fil rouge. On n'a pas eu de présentation, malheureusement, d'Aquaman. On a eu Superman, mais qui a été forcément raté. Il y en a eu plusieurs petits opus pareils. Wonder Woman est le seul, je trouve, d'une certaine qualité. Et Flash, il y a eu la série. Oui, mais bon, c'est une série. Perso, de la série, je la regarde pas. J'en regarde une 40aine par semaine. Je me suis pas mise à Flash. Désolée. Donc, c'est un petit peu dommage. Une fois qu'on a fait ce deuil de ça, il faut savoir que c'est un univers totalement différent des Marvel. Il est plus sombre, oui, mais ça fonctionne. J'ai envie de dire que le film fonctionne. Il dure 2 heures. En 2 heures, ils essayent de rattraper, entre guillemets, le retard par rapport aux Avengers, aux présentations des personnages. Mention spéciale pour Aquaman. Monsieur Aquaman. On ne demande pas pourquoi. Jason Momoa
est franchement extraordinaire. Alors, la critique, a tendance à dire oui, ça fonctionne, mais il n'y a pas de cœur. C'est assez vide derrière. C'est Alors, une machine bien huilée, sans cœur. Exactement. Le problème, c'est que on va faire un comparatif, parce qu'on est obligé de le faire, le comparatif. Avenger, on a eu une présentation. Il y a eu un film pratiquement pour chaque personnage, voire plusieurs. Donc obligatoirement, il y a eu du sentiment. On connaît bien ces personnages, et donc quand on les réunit tous ensemble, obligatoirement, il y a des automatismes qui se créent, et il y a, on va dire, ce petit quelque chose en plus. Là, c'est pas le cas. On a eu on a eu Batman et Superman, et Wonder Woman. Les autres personnages, ils sont pas encore très très frais dans notre esprit, soit parce que ce sont des séries télé, soit parce qu'ils viennent des livres. Donc obligatoirement, il n'y a pas de cœur. Par contre, ce qu'il fait plutôt bien, c'est pas, attention, la grande révolution. On nous le présente un peu de manière plutôt juste. Ils essayent de rendre justice au maximum aux personnages, même s'ils ne sont pas traités à fond, parce qu'ils ne peuvent pas en 2 heures traiter 5-6 personnages. Après, ça annonce une franchise un petit peu plus longue. Pourquoi pas ? Après, c'est un bon divertissement, c'est un bon film d'action, avec un petit peu d'humour. Pas la même chose que les Gardiens de la Galaxie ou le dernier Thor, évidemment, mais bon... Il y a quand même des points positifs. Il ne faut pas non plus le descendre bête et méchant. Attention, encore quand même quelques petits bémols. Alors, j'aime beaucoup en tant qu'acteur et en tant que réalisateur Ben Affleck. Sauf qu'en Batman, pour moi, personnellement, c'est pas possible. Lui, il faut le virer, on est bien d'accord. Et la finition des effets spéciaux, elle est, à mon goût, un petit peu bâclé. C'est pas, ça fait un peu par moment, quand il y a des grosses batailles, penser un petit peu à Transformers. Et dans ma bouche, ce n'est pas une c'est plutôt une insulte. Le film est bien rythmé, ils ont fait un effort au niveau du rythme, de la musique. On passe un bon moment, on ne s'ennuie pas, j'ai pas regardé ma montre, ça fonctionne. Il n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et j'ai une question, parce qu'il faut savoir aussi que le film, en fait, Zack Snyder n'a pas fini à post-production. Oui, c'est ce que j'allais demander. Que Joss Whedon a un peu justement repris le truc sur le tard, a réécrit le scénario, a réduit le montage et a même retourné quelques scènes. Donc est-ce que j'ai lu sur Sens Critique beaucoup d'avis qui disaient que c'était un peu une créature de Frankenstein, c'est-à-dire qu'il y avait une partie où on sentait la patte de Snyder et une partie où on sentait la place de Whedon. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Disons que le problème, on voit bien qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Ce sont 2 entités vraiment différentes, avec un univers différent et une patte différente. Oui, ça se ressent. Mais bon, sachant cela, je dirais que le film a d'autant plus de mérite. Il est bancal, mais il est plutôt efficace. Moi, j'ai passé un bon moment. Je l'ai vu en IMAX 3D. J'en ai pris plein les yeux. Je sais qu'il va être présenté avec d'autres supports. T'es pas allé le voir en 4D ? Ah non, parce que j'ai un problème avec mes oreilles internes, je suis malade. Oui. Donc déjà, avec les magnifiques films de Paul Greengrass, caméra à l'épaule, je vomis tripes et boyaux dans la salle. Mais c'est ça qui est rigolo. La 4DX, je ne m'y aventure même pas. Mais bon, le film dure 2 heures, on les voit pas passer. Présentation de nouveau, c'est quand même pas mal. Je dirais que c'est pas au niveau, mais on passe un bon moment. D'accord. Bon, Justice League, donc à voir éventuellement, mais on reste méfiant. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau ce jingle, je sais pas qui est-ce qui l'a préparé, mais il est vraiment très très bien. Fayot. Le Musée des Merveilles, qui est un film qui, j'allais dire, qui a beaucoup fait parler de lui, pas du tout, mais qui est un film qui a attisé notre curiosité. Le Musée des Merveilles, c'est un film réalisé par Todd Haynes, qui se passe sur 2 époques distinctes. On suit le parcours de 2 enfants, Ben d'un côté et Rose de l'autre, un garçon et une fille. Et ces 2 enfants ont tous les 2 envie de quelque chose, que leur vie change. Ben rêve d'un père qu'il n'a jamais connu, et Rose, elle, est sourde. Et elle se passionne pour la carrière d'une actrice assez mystérieuse. Alors, comme je disais, les 2 histoires se passent dans 2 époques différentes. La première se passe au début du XXe siècle, et la seconde, je vous avoue que je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que ça se passe à peu près au début... des années 70. Voilà, très bien. Merci, j'allais dire une grosse bêtise. Merci Maxime de me rattraper. Et on va suivre comme ça le parcours de ces 2 enfants,
en alternant et alors avec une petite astuce de cinéma où quand on suit Rose dans son époque, le film passe en noir et blanc et toute le côté, la surdité de cette jeune fille comme ça est mise en avant. Bon, c'est très beau. Todd Haynes, c'était le réalisateur de Carol qui était sorti il y a maintenant 2 ans, c'est ça, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi, qui vraiment est un film qui m'avait complètement chaviré, donc je ne vous raconte même pas l'attente énorme avant d'aller voir le Musée des Merveilles. Je l'ai vu à Cannes en mai dernier, c'est pour ça que le film n'est pas tout à fait frais dans ma mémoire, mais voilà, je vous en parle quand même. Je ne fais pas comme Maxime, je vais rarement revoir les films au cinéma. Donc, personne fait comme Maxime. Si, il y a des gens, mais c'est très bien, c'est des passionnés comme Maxime qui Arrêtez n'hésitent de pas à vous aller revoir moquer. les films. On ne se moque pas, au contraire. On salue ta bravoure. Exactement, c'est ça. Et donc, grosse attente, et malheureusement, qui dit grosse attente, dit aussi grosse déception. Et ça a été le cas ici pour le Musée des Merveilles, où je trouve que la magie ne prend pas. Alors, je ne connais pas, je crois que c'est tiré d'un bouquin, si je ne me trompe. Oui, d'un bouquin je vais pas écorcher son nom, de l'auteur donc je vais dire de l'auteur du Hugo Cabret. De Hugo Cabret, voilà. Effectivement, on peut d'ailleurs retrouver quelques similitudes, on va dire, dans l'esprit et dans l'atmosphère. Malheureusement, pour moi, la sauce ne prend pas. C'est-à-dire que j'ai trouvé les émotions très souvent assez fabriquées. Je trouve que ça manque vraiment d'une certaine profondeur. Et justement, de la profondeur qu'on avait dans Carol, dans la liaison qu'il y avait avec ces deux femmes, même dans la façon aussi de réaliser de Todd Haynes, où je trouve que il y avait une recherche esthétique qui était magnifique. Alors, je vais pas parler de Carol, alors que je dois parler du Musée des Merveilles, mais quand même, il y avait une vraie recherche esthétique. Et là, ce truc d'alterner entre le noir et blanc, la couleur quand on revient au présent, enfin, entre guillemets au présent, etc., je trouve que ça fait assez gadget. Ça ne fonctionne pas. Et surtout, voilà, pour moi, l'émotion n'est pas là. Alors, il y a des petits rebondissements vers la fin qui, pour moi, tombent à plat. J'ai pas été emporté. Alors, il faut dire que la petite, alors je vais regarder son nom parce que je ne m'en souviens pas, Millicent Simmons, qui joue la petite fille qui est réellement sourde, elle est vraiment super. Il n'y a rien à dire. Elle est toute mimi et puis elle joue très très bien. Le reste du casting, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça fade. J'ai trouvé ça vraiment d'une fadeur très très décevante et voilà, enfin, pour tout vous dire, au final, j'en ai assez peu de souvenirs dans ma tête, parce que le film m'a absolument pas marqué comme Carole a pu me marquer. À toi, évidemment, il y a deux femmes qui s'embrassent, tu aimes forcément. Non, mais il faut le dire. Tout de suite, tu pars dans des envolées lyriques. Non, c'était le... C'est faux, c'est bien plus complexe que ça. Non, ouais, c'était un film extrêmement touchant. Il y a deux femmes qui s'embrassent, mais il y a des hommages à Tom Hooper, donc c'est encore... Exactement. Nathalie, toi, j'ai été bouleversée. Tu as beaucoup aimé, tu n'es pas d'accord, c'est pour ça que tu me taquines. Je te taquine pour ça, effectivement. Alors moi, je sortais de Jupiter's Moon, un petit peu dépité. Ah oui, donc déjà, voilà, t'étais déjà... Voilà, j'étais déjà en position amorphe, et je m'installe parce que je voulais pas rentrer à la maison avec cette impression-là. Et il y avait ce film, comme tu le disais, Todd Haynes, et je voulais vraiment le voir. Et là, je m'installe. Et j'ai été bouleversée par cette poésie, comme une jolie petite mélodie, une petite histoire pour enfants, avec ce graphisme vraiment très très beau. J'ai été bouleversée par les acteurs. Les graphismes, ils sont beaux. Oui. Non, par contre, je veux relever une chose que tu dis, c'est que tu dis, tu parles de l'enfance, et je pense que, alors c'est pas péjoratif, mais je pense que c'est un film qui peut fonctionner envers les enfants. Mais notamment. Bien sûr. Alors, qui peut être vu par un jeune public, je pense. Je ne suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, on a eu ce débat parce que Alcide, Merci, justement, sur Cinéma Mon Amour, on a fait justement l'article sur le Musée des Merveilles, on en a longuement parlé. Et il disait que, et je suis assez d'accord avec ce qu'il disait, c'est que ce film n'est pas adapté ni pour les enfants, ni pour les adultes. Il cherche son public et il n'arrive pas à le trouver parce que l'intrigue est certes très enfantine, enfin très simpliste et peut être très facilement compréhensible par des enfants, mais
il y a mais de par la forme que aborde Todd Haynes, notamment ce magnifique hommage au film des années 20, dans la partie noir et blanc, et l'hommage à Blaxploitation dans la partie années 70. Enfin, pas vraiment le Blaxploitation, c'est plus le côté la soul. Oui, soul, voilà. La soul et la. Mais un peu ce grain d'image, il y a ce grain d'image et un peu cette ambiance qu'on retrouve. Il n'est pas totalement adapté aux enfants parce qu'ils ne saisiront pas totalement les nuances. Alors, si je puis me permettre, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme une comptine. Alors, ça dépend ce que tu entends comme enfant. Si tu parles pour des 3-4 ans, je suis d'accord avec toi. Mais des enfants de 12, 13 ans, je suis désolée, ça s'adresse vraiment à ce public-là. Alors, j'allais y venir. J'allais dire que justement, je pense qu'il n'y a que dans ce créneau-là que le film peut fonctionner. Mais c'est bien. Donc, oui, non, mais il n'a pas besoin de se chercher puisqu'il a trouvé son créneau. Non, mais je suis d'accord. Et c'est très bien adapté pour ce créneau-là. Mais après, je reconnais que le film est joli, que esthétiquement, le film est beau. La musique de Carter Burwell est magnifique. Et notamment dans la partie des années 20, je trouve qu'elle fonctionne parfaitement comme un personnage à part entière du film. Mais malheureusement, ce film est, on va dire... Ils essayent, est un peu trop enfantin par moment. Par d'autres moments, ils appuient un peu trop sur l'émotion. J'ai l'impression que c'est un film qui cherche son ton, qui n'arrive pas à le trouver et qui cherche son public. C'est un film qui cherche son public. Vous intellectualisez trop, je pense. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut le prendre comme il nous est conté. Voilà, c'est un conte. Et pour moi, ça a fonctionné. Et je suis pas la seule, vraiment dans la salle. C'est ce que j'allais dire. Je pense que effectivement, le film peut-être cherche son public, mais en même temps, je pense que le film peut trouver son public. Je pense qu'il y a vraiment toute une partie du public qui peut y trouver effectivement l'émotion, qui peut y trouver aussi ces ambiances très particulières. Effectivement, tu dis la musique est très très belle. Donc, je pense que le film effectivement peut vraiment trouver son public. Moi, je donne, de mon point de vue, c'est très décevant par rapport à ce que sait faire Todd Haynes. Mais effectivement, c'est un film qui, je pense, et moi, je salue par contre la performance de se renouveler. Alors, il est peut-être pas au niveau auquel vous l'attendiez, parce que vous l'attendez peut-être un peu trop. C'est vrai que Carole est sublime. Mais je trouve ça très fort de sa part de se renouveler et de faire quelque chose de différent. Et ça, vraiment, je le salue. Et moi, j'ai été bouleversée. Voilà, vraiment. Juste un dernier mot. Disons que Todd Haynes un mot, t'es sûr ? Oui, bon, une petite phrase. Disons que Todd Haynes, je l'avais jamais vu aller dans le pathos. Là, c'est la première fois. Je suis un peu désarçonné. Je te coupe. Non, c'est pas possible. Je suis d'accord. C'est vrai que je trouve que dans Carole, il y a pas ce côté. Mais dans tous ces films, trop larmoyant. Tu regardes Save, tu regardes Loin du paradis, c'est tous des mélodrames. À qui s'adressent ces films ? À qui s'adressent ces films ? À des adultes. Là, le film s'adresse à des enfants. Enfin, je pense que c'est un conte. Mais il faut arrêter de faire des films en disant ça s'adresse aux enfants sans avoir de seconde grille de lecture. Moi, je trouve que c'est un peu une sorte de suicide. Les Disney, les Pixar, il est où son bouton de micro, lui ? Ça va finir en drame cette histoire. On va en tout cas passer à autre chose. On enchaîne avec la mélodie. T'es sûr ? Eh oui, alors là, ça va être le moment un peu désagréable de l'émission. Je vous l'annonce, chers spectateurs, téléspectateurs. Non, auditeurs. On va y arriver. Si tu veux. Chers auditeurs, oui, moi je me vois déjà à la télé. J'ai déjà franchi un cap. Chers auditeurs de Radioactive, on est ensemble jusqu'à 19h30. Et le petit moment un peu, on va serrer un petit peu les fesses, puisqu'on va parler de 2 films qui n'ont pas convaincu Nathalie. Je te laisse en parler directement, Nathalie. Très bien. Alors, je suis allée voir La Mélodie de Rachid Ami. Simon, violoniste émérite et désabusé, échoue dans une classe orchestre parisienne où ses méthodes rigides rendent difficile l'enseignement de la musique aux élèves de la classe. Voilà. Oui. Alors. De la classe. Oui, parce que la classe de 6e. Une classe de 6e dans une banlieue, j'ai envie de dire, déjà vue. Alors, le scénario est cousu de fil blanc, il est bancal, larmoyant, des personnages trop superficiels, déjà vus, prévisibles, sans surprise, cadmérade amorphe. Je pense qu'il devait être sous Temesta 50. Il n'a pas une seule expression pendant tout le film. Est-ce que c'est pas son personnage qui veut ça ? J'en sais rien, il y a déjà eu mieux et il y a déjà eu d'autres films dans le même style et beaucoup mieux. Alors je suis désolée, je vais essayer de faire une espèce de pont plutôt que d'aller au cinéma pour voir cette espèce de purge. Alors pardon, et juste avant de passer sur l'autre film,
Il a quand même, il y a eu un truc à Venise, non? Pardon, je suis en train de chercher. Oui, en oui, fait, oui. Il a l'info. été présenté mais ça En veut pas dire que compétition, je crois. Ah, c'était hors compétition, oui, mais d'accord. ça veut pas dire que ça soit un film de qualité. Il peut être présenté dans ce qu'il veut. Si le film il est pas bon, il est pas bon. Le Fidèle a été présenté en hors compétition à Venise. aussi. Ah, voilà, oui, c'est mais ça. dans le fidèle, là, il y a Mathias. Et avec Mathias, tout de suite, ça passe beaucoup mieux. Tout ça parce que Cadmerade a 50 ans. Mais c'est quoi ce... Ça s'appelle de la discrimination. cette Je fais ce que je veux. discrimination, Je voilà. suis une femme. Donc là où la mélodie pêche un peu parce que on essaye de refaire un truc qui a déjà été fait avant et mieux fait, plutôt que d'aller au cinéma pour voir cette espèce de truc qui dure 1h42 où on n'arrête pas de regarder sa montre, je vous conseille réellement, alors plus d'aller dans un vidéoclub parce que évidemment ça n'existe plus, mais ou d'aller acheter ou d'aller chercher en VOD sur n'importe quelle plateforme un film de Wes Craven. Non, ce n'est pas un film d'horreur. La musique de mon cœur avec Meryl Streep, qui est à peu près la même thématique, puisque nous avons une femme qui est abandonnée par son mari et qui a en charge ses 2 enfants et qui va essayer de trouver un travail dans une banlieue de Harlem, dans une école, et qui va enseigner ce qu'elle sait faire de mieux, la musique. Ce qu'il y a de plus dans ce film, c'est que c'est une histoire vraie. Et ça, vraiment, ça pêche plutôt pas mal. Le film dure 1h58 et on voit pas le moment passer. Le film est bien, il est bien joué, il y a tout dedans, alors que dans la mélodie, évidemment, il n'y a pas tout ça. Ok, Est-ce que ça tu- c'est fait. Ça, c'est fait. J'ai pas été si On désagréable enchaîne. que ça, quand même, si. Oh, juste un peu. Enfin, les trois premiers. C'est un peu comme une petite piqûre chez le médecin. Truc. Voilà, c'est bon, ça. ça fait un peu mal, Alors, mais après. j'enchaîne après, avec c'est pas grave. la désagréable attitude. Allez, Je suis allée voir La montagne entre nous. Oula. Donc, Dany je suis Abou désolé. Assa. Je savais pas, je suis désolé. Donc, j'avais vu la bande-annonce. Bon, je suis une fille, Kate Winslet, j'aime beaucoup. Et au regard de cette bande-annonce, je me disais, bah tiens, c'est plutôt pas mal. Un crash aérien dans une montagne, ça me fait penser un petit peu au film Les Survivants. Pourquoi pas aller, au moins, il n'y aura pas de romance, ça sera un film un petit peu de survie avec une fille. Girl power, j'y vais, j'y cours. Donc, et là, grosse déception, le film est mal vendu. Alors, c'est une bleuette, vraiment très sympathique, avec des acteurs qui sont très très bons. Mais le film est encore une fois mal vendu. C'est pas un film sur la survie, c'est une bleuette, c'est un film d'amour. Alors, je peux vous dire ce que je disais hors antenne, je peux vous dire de source sûre que effectivement, c'est ciblé pour ça. C'est-à-dire que c'est ciblé pour un Oui. public féminin. Et, un Ah mais film, totalement. voilà. Du coup, j'ai Tout- pris beaucoup de plaisir, d'où ma déception parce que je ne pensais pas aller voir ce genre de film. Après, j'aime beaucoup, mais le film est un peu long. Et voilà, donc c'est une bleuette, c'est une romance, évidemment, comme toutes les romances, voilà. Mais c'est pas un film sur la survie, donc bah ouais, grosse d'accord. déception d'un côté et plutôt contente de l'autre, quoi. Allez, emballer, c'est peser, ça c'est fait. On a parlé de ces 2 choses. Peut-être ça va être toujours On aussi continue, je désagréable pense. avec Maxime. Peut-être un petit mot peut-être sur Happy Birthday. On a encore un peu de temps. Ah oui, bah j'ai tout le temps fait. Vous en faites pas, j'ai préparé un petit texte Ah bon, très ça va. sympathique sur Happy Birthday. D'accord, bien salé. Bah en En fait, apéro. C'est bien pour un petit apéro là. Je pense, vous allez voir. Pour Happy Birthday est pour moi une tentative de crossover entre Scream, Un jour sans fin et Lolita malgré moi. Voilà, donc c'est assez. Tu l'as bien vendu quand même, hein. Ah oui, non mais c'est totalement ça. Pour l'histoire, on suit Tri, une étudiante en médecine qui va se retrouver coincée dans une boucle temporelle où elle se fait continuellement assassiner par un homme portant un masque de bébé. Quelque part, et au vu du caractère moral du personnage, je ne vais pas nier qu'on y prend un peu de plaisir. Incroyablement pain-bêche et agaçante, elle excelle dans l'art de faire des mauvais choix et de planter des couteaux dans le dos de ses proches, surtout à sa sœur dont elle couche allègrement avec tous ses prétendants. Donc le niveau est très haut, comme vous pouvez le constater, comme celui de la plupart de ses amis qui m'ont fait penser à une résurrection des plastiques, groupe de chippies superficiels qui traumatisait le lycée de Lolita malgré moi. Mais, comme dans le classique porté par Bill Murray, Un jour sans fin, seule une rédemption morale pourra l'aider à se sortir de sa boucle temporelle, alors on ne peut pas en vouloir au scénariste d'avoir poussé le curseur un peu loin pour éviter qu'on crie sur certaines séquences au plagiat. Pourtant, le scénario ne manque pas d'idées pour faire évoluer le concept, mais ces dernières restent trop souvent à l'état de lettres mortes pour apporter un petit vent de fraîcheur au long métrage. À cet instant, une question vous brûle les lèvres, chers auditeurs. Est-ce que le long métrage est-il au moins fun ? Aïe, ça brûle. Eh ben non.
Le rythme est soutenu pour ne pas s'ennuyer, certes. L'intrigue n'est pas trop répétitive, certes. Mais Happy Birthday manque cruellement de séquences gore et de scènes barrées, faute à un ton qui se cherche entre horreur sérieux et comédie parodique. Je citerai bien 5 minutes d'enquête dites d'un épisode de Scooby-Doo et parsemé de petites C'est pas mal, scènes ça. de meurtre J'aime bien Scooby-Doo. Ah, moi aussi. ainsi que quelques dialogues incisifs, mais malheureusement ça ne suffit pas à élever le film. Aussi prévisible qu'un épisode d'NCIS, bourré d'incohérences et doté d'un tueur aux motivations c'est méchant. moralement aussi douteuses Ça, c'est que le très méchant. caractère de son héroïne, Happy Birthday est raté. Je pourrais encore tirer sur l'ambulance, mais je préfère garder le seul vrai point positif du film, Ah. Jessica Roth, extrêmement crédible dans la peau de cette super pouffe à la rédemption morale, aussi crédible qu'une épiphanie dans l'univers de Sodome et Gomorrhe. Elle illumine le film de son charme insolent. Et pour information, si sa bouille vous dit quelque chose, elle jouait la colocataire à la robe verte d'Emma Stone dans La La Land. D'accord. Ah, le seul problème, c'est qu'elle rote. Oh, pardon, excusez-moi. non. C'est même pas drôle. Luc, sors de ce corps. Ouais. Donc c'est Non. même pas une comédie horrifique. Si, c'est une comédie horrifique, mais le truc, c'est qu'ils sont tellement sérieux dans l'approche d'horreur avec vraiment des jumpscares très putassiers. Ouais, c'est dommage. Et d'un autre côté, ils sont vraiment sur le même ton que Lolita malgré moi. C'est-à-dire qu'en gros, il prend un groupe finalement de filles totalement superficielles dont l'héroïne en fait partie. Et en gros, ils essaient de vraiment les rendre ridicules au plus haut point. Et voilà, et ils essaient justement pour l'héroïne de justifier ça avec une vague histoire, une vague histoire on va dire de mort d'un parent proche, pour pas trop spoiler. Ok. Mais ça ne fonctionne pas, c'est bourré d'incohérences, mais ça se laisse regarder. Voilà. Ok. Avant de balancer une petite pause musicale, et puis on va pas tarder à se quitter malheureusement, est-ce qu'on a des gagnants pour la soirée hongroise ou pas du tout? Malheureusement, non, pour le On moment. n'a pas de non, gagnant, non, donc je vous le rappelle quand même que pour le samedi 18 novembre au cinéma Henri Verneuil à La Valette, vous pouvez gagner 2 places pour la soirée consacrée à la Hongrie, avec en première partie du théâtre, en seconde partie une avant-première, le film La Lune de Jupiter. Voilà, profitez-en. Vous pouvez envoyer un mail à cinémamonamour.radioactive@gmail.com. C'est un peu long, mais vous pouvez le faire, ou en message privé sur notre page Facebook Cinéma Mon Amour. Voilà, on vous en remercie. Très bien, il nous reste 5 minutes d'émission, et non pas d'émission parce que ça ne veut rien dire. Et ça nous laisse un tout petit peu de temps pour parler d'un dernier film, Nathalie, que tu as vu et que Ouais. tu as apprécié. Ah bah, il en faut au moins un que j'ai aimé quand même. Hein. Oui, Borg McEnroe, je crois. Borg McEnroe de Janus Metz Pedersen. Donc, comme son nom l'indique, c'est un film sur l'une des plus grandes icônes du monde, Borg McEnroe. Enfin, John Borg, son principal rival, le jeune et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel de légende durant le tournoi de Wimbledon en 1980. C'est l'histoire de ces deux hommes qui ont changé la face du tennis et ils sont rentrés, on va dire, dans la légende. J'étais tout émoustillée, faut le dire, d'aller voir ce film parce que j'ai vécu j'étais jeune certes, mais j'ai vécu ces années-là et c'est vrai que pendant 1h48, on va essayer de nous faire revivre, on va dire, ce combat mythique de ces deux magnifiques gladiateurs qui sont Borg et McEnroe. L'un est suédois, l'autre est américain. L'un est impassible, l'autre est explosif. On va nous dire que c'est un biopic, d'ailleurs c'est vendu comme tel, et je le trouve pas que ça soit un biopic, ou du moins pas un biopic. Et pas un antibiotique, c'est pas la même chose. Pas un Pardon, je suis antibiotique désolé, il fallait que je la fasse. classique. Sort de ce corps. Ce match va révolutionner le tennis grâce à la performance de Borg. Ces sportifs vont rentrer dans le SAR système et donc évoluer. Le film nous emmène progressivement à ce duel où nous faisons une présentation de ces deux joueurs avec quand même, de mon point de vue, un gros bémol sur la présentation de John McEnroe qui est à mon goût un petit peu succinct, mais celle de John Borg est plutôt magnifique. On nous explique un petit peu tout l'aspect psychologique de ces deux joueurs et à travers ce match, on nous a essayé par les médias à l'époque de nous les dire qu'ils étaient, on va dire, adversaires, qu'ils ne s'aimaient pas parce qu'ils étaient diamétralement opposés. Et en fait, on se rend compte de par le film qu'ils même s'ils ont des points, on va dire, de différence, sur le fond, ce sont les mêmes hommes, c'est le même combat. J'ai pris
plaisir mais magistral de voir du tennis et bien filmé sur grand écran. Je me suis revue, alors toute petite, parce que j'étais vraiment toute pitchounette quand le match était passé, et j'ai pris vraiment plaisir. J'ai oublié que c'était un film. Par moments, j'étais limite à me lever dans la salle en train de lever. J'étais vraiment dans le match et ça se termine plutôt bien. Le film, de mon point de vue, est très réussi. Pas assez bien vendu à mon goût, puisque mais vraiment, courez le voir. Ça pourrait être enquiquinant de voir du tennis au cinéma, mais ça l'est pas du tout. En un mot, Maxime, parce qu'on a fini. Rapidement, je dirais que j'ai adoré ce biopic parce qu'ils arrivent à reconstituer vraiment ils arrivent à faire une grande étude de caractère sur ces deux champions. Voilà, et aborder le tennis de cette façon et surtout ces deux grands hommes aussi justement, je dirais. Même si bon, il y a quelques petites on va dire, quelques petites libertés avec la vraie histoire, mais je trouve que c'est vraiment un très bon film réussi. Vous aurez l'occasion de reparler tennis d'ailleurs, et de tennis et cinéma très bientôt avec Battle of the Sexes qui sort bientôt. Qui est moins bon que on a déjà McEnroe. vu. Et voilà, comme ça vous aurez l'avis de Maxime. On se quitte, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être ce soir avec vous. Bravo. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Mais en attendant, on vous laisse entre les mains de notre émission musicale préférée avec Il J Foundation. Bonne soirée à tous. Merci.